Here, push. OK. Bien, pues continuamos con la siguiente ponencia. Ruego que ya tomen asiento. Bien, pues me agrada muchísimo presentar la siguiente ponencia a cargo de Valérie Gauthier, que tratará sobre la evolución de la genealogía en Francia durante los últimos 40 años a través de mi ejemplo familiar y la búsqueda de mi noble antepasado. Valérie Gauthier es una autora especializada en genealogía e historia local. Ha publicado varios libros educativos sobre la genealogía. Es miembro de la Academia Internacional de Genealogía desde el año 2017 y desde entonces se ha convertido en presidenta de la Federación Francesa de Genealogía y vicepresidenta de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica. En 2022 recibió el prestigioso premio Laszlo Bous de Vilagos por su acción a favor de la genealogía a nivel nacional e internacional. El objetivo de su conferencia es dar una visión francesa y femenina de la genealogía en Francia durante los últimos 40 años y de lo que está previsto. Cuando quieras, Valérie. Gracias mucho. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis vraiment très honorée d'être parmi vous et je remercie, déjà, je vous remercie pour l'association des Real d'Algos d'Espagne de m'avoir invité, ainsi que l'Académie, Madame la Présidente de l'Académie internationale de généalogie et Monsieur le Président de la Confédération internationale. Je suis vraiment très honorée d'être parmi vous. Je voulais m'excuser, je ne me sens pas capable de vous présenter cette conférence en anglais, j'aurais bien aimé, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire et voilà. Mais ça va être très interactif, vous allez voir. Ce que je voulais dire, j'ai beaucoup apprécié cette matinée et je pense qu'elle va vous rappeler beaucoup d'interventions, enfin mes précédents et honorables participants. Voilà. Je mets un peu de musique. Voilà, donc je vais vous parler de mon point de vue de l'évolution de la généalogie en France, à travers aussi ma généalogie, parce que je pense que c'est un bon exemple dans 40 ans de généalogie, ce que j'ai pu moi découvrir dans mon jeune temps, et maintenant ce que devient la généalogie. Donc c'est un jeu de mots, les amants de Bèze en français. Bèze, c'est le mot c'est un village situé en Bourgogne qui était porté par un très grand théologien protestant, Théodore de Bèze, mais qui n'a pas trop à voir avec ma famille, mais il est du même lieu d'origine. Mais aussi, c'est un jeu de mots cocasse, puisque en français, ça a 3 significations. Donc moi, j'ai une préférence, et vous le verrez à la fin. Mais voilà. Donc, mais en fait, ma famille, l'exemple, a vécu les 3 significations. Alors, je vais arrêter le son. Et je vous présente donc, quand on démarre sa généalogie, on va voir ses grands-parents. J'ai eu la chance d'avoir mes arrière-grand-mères encore en vie. Et mon arrière-grand-mère Esther Barbarin, Gabrielle Barbarin, était la fille de Marie Clarté. J'ai fait le choix de mettre en valeur plutôt Marie Clarté parce que l'intelligence artificielle actuellement ne permet pas de reconstituer exactement la voix. Et avec mes cousins, enfin mon cousin, nous avons été choqués de la voix. Donc pour mon arrière-grand-mère, pour Marie, pour nous c'est plus supportable. Voilà, je vous l'envoie. Alors je remets l'écran là et je reviens en arrière. Ah,
Je suis ravie d'avoir l'occasion. Je m'appelle Marie Clarté. Je suis ravie d'avoir l'occasion de vous parler un peu de moi et de ma famille. Je suis née en 1864 dans la ferme de Villiers à Mérigny, aux confins du Poitou et du Berry, et j'ai vécu 94 ans. Pour la petite histoire, je suis décédée des suites d'une poussée dentaire. Une de mes lointaines aïeules serait une noble protestante descendante de l'amiral de Coligny. Elle s'est enfuie avec son amant qui était un vaurien. Elle est ensuite morte puis enterrée dans une abbaye ou un prieuré à côté de Villiers et de Mérigny, aux environs de Saint-Savin. J'ai pris Augustin Barbarin, l'amour de ma vie, comme époux. Ce fut l'un des plus beaux jours de ma vie. Nous avons eu 8 enfants. Je lui avais donné comme surnom affectueux Mito. Lorsque je cuisinais les châtaignes, il ne voulait pas partager avec nos petits-enfants et je devais le gronder. Sa mère s'appelait Anne Chatillon, coïncidence cocasse comme l'amiral de Coligny. Nous avons eu notre 3e fille Esther surnommée Gabrielle en 1896. Elle est née dans notre ferme qui s'appelait la Princerie à la Bussière, à côté de Saint-Savin. Ma fille vécut 90 ans. Elle s'est mariée à Alphonse Chal en 1919 après qu'il revint du front où il a été mobilisé pendant la Première Guerre mondiale. Augustin et moi avons eu beaucoup de petits-enfants. Voici Hélène, la seule fille de Gabriel. Elle vécut 99 ans. Elle est la sœur d'Henri, le grand-père de Valérie. Voici tous mes descendants en 1999 dont Valérie au centre qui tient son bébé Lauriane dans ses bras. Je suis heureuse d'avoir pu partager mon histoire avec vous. Merci d'avoir pris le temps de regarder ceci. Au revoir, affectueusement. Donc voilà maintenant avec l'intelligence artificielle comment on peut imaginer obtenir les informations auprès de sa famille. Alors voilà, la légende familiale qui m'a incité à faire la généalogie, c'est donc de voir comment on descendait de l'amiral de Coligny. Alors j'ai commencé à demander, à l'époque on faisait que par courrier, les informations d'état civil, sachant que voilà, j'ai eu ce problème puisque une cousine a considéré que Anne de Châtillon était bien la descendante de l'amiral, donc a créé une fausse généalogie. Donc bon, moi j'ai voulu aller vérifier, je suis donc allée sur place. À Paris, parce que jusqu'à 1792, on pouvait remonter par écrit, mais après, c'était plus possible. Entre-temps, nos associations de généalogie ont commencé à ce qu'on appelle dépouiller, indexer les actes des mariages des registres paroissiaux. C'est ainsi qu'en arrivant dans la commune de la Bussière, où était née donc mon arrière-grand-mère, j'ai pu consulter les tables des mariages réalisés par le cercle généalogique Poitevin, et ça m'a permis de remonter très rapidement sur une certaine Jeanne de la Salle. Bon, depuis, on a eu ces indexations avaient été mises sur le Minitel, ce qui a enrichi énormément nos associations de généalogie. Et ensuite, avec l'Internet, les archives départementales ont mis en ligne, ça a développé évidemment tout ce qui était indexation. Donc en France, maintenant, on peut considérer que la quasi-totalité des registres paroissiaux sont indexés. Et nous avons maintenant des sociétés commerciales aussi qui le font. Et l'arrivée de Généanet, il y a 25 ans, même plus de 25 ans, a permis justement de nous mettre en contact entre généalogistes. Alors voilà, donc je résume, j'ai ciblé l'aïeul en remontant la généalogie de Marie Clarté autour de la région de Saint-Savin, qui est dans le Poitou, donc dans l'ouest de la France. J'ai trouvé donc cette première ancêtre noble protestante, mais qui, à l'époque, le catholicisme étant la religion d'État, et on ne pouvait pas pratiquer officiellement la religion protestante, donc je l'ai trouvée dans les registres paroissiaux de catholicité. C'est une fille-mère. Elle a 2 enfants, ce qui est quand même assez incroyable, Marie et Jean. Peut-être que le père était réellement protestant et n'a pas voulu se marier sous le rite catholique. On ne sait pas, je ne sais rien. Ou je crains plutôt le pire parce qu'elle vivait chez son grand-père maternel Bénigne de Nuchez, qui lui était remarié, d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à quelqu'un dans la salle, à Jeanne Cuir-Blanc, en allemand on dit Weissleder.
L'ascendance de Bénigne met en lumière donc une autre liaison illégitime. Sa grand-mère est une noble protestante réellement, et son grand-père un noble catholique. Hop, là. Voilà. Donc, je tombe sur une source qui est l'acte de sépulture du père de Bénigne, Charles de Nuches, sieur de l'Épine, où il est rappelé discrètement, qu'il était abbé de Saint-Savin. Alors, comme on disait justement dans la légende familiale, l'aïeul a été inhumé dans une abbaye. Et on a justement l'abbaye de Saint-Savin qui est à côté de la Bussière. Hein. Donc voilà. Et on trouve dans des textes que Charles est le sieur de l'Épine est le fils illégitime d'Henri, baron des Francs, Henri de Nuches, et Prudence de Chabeauville. Là, on a dans les textes aussi du XIXe siècle un certain Prosper Mérimée. Voilà, je vous appelle. J'aimerais bien remettre sa photo, son portrait, je veux dire. Allez, où t'es où? Allez, voilà. Prosper Mérimée, qui est un grand écrivain, qui est l'auteur de Carmen, hein, qui est vraiment pour nous l'Espagne romantique, hein, pour rappeler pour hier. Et donc Prosper Mérimée est chargé de rénover, parce que l'abbaye de Saint-Savin est dans un tel état au XIXe siècle qu'on pense la détruire, et lui souhaite la sauver, et donc il tombe sur cette histoire d'amour entre la fille du procureur de Bèze et du baron des Francs. Donc évidemment. Donc là, on retombe sur d'autres documents qui sont les mémoires des abbés de Saint-Savin, l'histoire de la maison de Nuches par Nicolas de Saint-Marc, Mérimée, et un auteur du XXIe siècle, Jean-Marie Augustin. Alors, il faut dire que, comme je vous expliquais, il y a 25 ans, il y a plus de 30 ans, il était compliqué de pouvoir faire de la généalogie. Quand on voulait trouver, il fallait se déplacer. Moi, j'étais trop jeune, donc j'ai travaillé, et puis après, j'ai eu ma vie de famille. Donc, j'ai travaillé sur ma famille à Conflans-Sainte-Honorine, près de Paris, où je vivais. Et en particulier sur une famille du Moyen-Âge qui s'appelait la famille Spiafam, enfin Spifam en français, qui est d'origine lucquoise, qui vient de Lucques, en Toscane. C'était en fait des grands bourgeois. Enfin, l'arbre généalogique remonte au XIe siècle. C'est une très très ancienne famille qui a été anoblie, enfin plus ou moins, est devenue bourgeois de Paris en aidant le roi de France au cours du XIVe siècle et en vendant aussi au niveau des foires de Champagne. Donc, moi, en travaillant sur cette généalogie, c'est un certain Jean Spifam qui me plaisait parce que je vivais sur sa propriété. En plus, ma maison est sur une terre de Jean Spifam. Et j'ai trouvé qu'il était l'ancêtre d'une certaine Anne Spifam, qui était déjà une fille illégitime aussi, mariée à un certain Jean Chabouillet. Et cette connaissance du nom Chabouillet devient intéressante parce que Prudence de Chabeauville, en fait, officiellement, elle n'existe pas, on ne la trouve pas parmi les nobiliaires, ni de Prudence de Bèze. En fait, quand on lit Chabeauville, c'est Chabouillet. Et Jean Chabouillat, je le trouve dans le Fontiard, cité comme prévôt de la ville de Bèze, en Côte d'Or. Or, moi, connaissant l'accent bourguignon, pour avoir une grand-mère bourguignonne, Chabouillat, ça se prononce Chabouillet en français. Donc, Prudence est en fait la fille de ce prévôt, donc descendante des Spifam. Donc on peut imaginer ce qui s'est passé. Donc on a, le fond, j'ai travaillé sur le Fontiard, qui étaient les preuves de noblesse pour accéder à l'ordre de Malte du cardinal de Bissy, qui est un descendant, Thiers de Bissy, qui est donc un descendant d'Henri de Nuches. Et il y a un document qui était très intéressant où on parle justement, je vous ai mis la photo de la ville de Bèze. Le village de Bèze, pendant les guerres de religion, donc Bèze, pour vous citer, est complètement à l'opposé en France par rapport au Poitou. Il a été escaladé. Il y a eu une bataille et Jean Chabouillet a voulu parlementer et
a été jeté du haut de la muraille et est devenu handicapé. Il a eu la jambe cassée, il a eu du mal à se remettre. Alors, par d'autres actes, on sait bien qu'il est le fils d'Anne Spiffam, parce que Anne avait demandé à ce qu'il puisse être présent pour un contrat, et il se fait excuser parce qu'il est blessé. Donc là, ça a permis de confirmer que c'était bien lui. Et en même temps, moi, ça m'a intrigué que cette tragique histoire se trouve dans l'épreuve de l'ordre de Malte. Pourquoi avons-nous besoin de... Pourquoi les habitants de Bèze ont vraiment eu besoin de parler de cette histoire avec les Chabouillés, alors que le cardinal de Bissy n'en descendait pas directement. Alors, on a un acte aussi de légitimation de Charles de Nuchez, et j'ai fini par comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'on parle beaucoup d'une histoire comme quoi les Nuchez seraient en fait les enfants la deuxième épouse d'Henri, dont je vais vous parler, s'est fait passer pour la fille biologique de Henri de Charles de Pérus-Descartes, qui était l'évêque duc de Langres, donc l'évêque qui avait donc sur l'archevêché de Dijon, et qui avait une possession, et il vivait en l'abbaye de Bèze. Et donc j'ai fini par comprendre de ce qui s'était passé. Henri et Prudence se rencontrent, chacun est descendant d'un côté d'un évêque. C'est pas très joli, mais bon, c'est comme ça. Et il tombe amoureux, il la met enceinte, donc il la baise, comme on dirait en français, et puis il s'apprête à la laisser tomber. Donc c'est ce qui s'appelle dans l'esprit français aussi baiser la personne. Et donc le père Jean Chabouillet n'apprécie pas du tout. Donc il va frapper carrément, il va voir carrément l'évêque en lui disant Monseigneur, votre fils biologique s'est moqué de ma fille, il l'a mise enceinte, je demande réparation, je demande le mariage. Sauf qu'un protestant demande en mariage avec un catholique, pour l'évêque, c'est pas possible. Donc il a cédé en disant j'offre l'abbaye de Saint-Savin dans le Poitou, que je possède, et que les amoureux, ils partent là-bas, et comme ça, on les oublie, et l'enfant, c'est lui qui va devenir officiellement l'abbé de Saint-Savin. Donc, c'est pour... Alors, malheureusement, je pense que Prudence, vu les conditions, vous allez voir, de vie à l'abbaye de Saint-Savin, meurt. Et donc, notre charmant Henri de Nuchez, charmant, je me moque, se marie alors avec Éléonore Turpin-Crissé, qui est qui est comme lui, enfin c'est complètement malades dans la tête. Franchement, et ils vont complètement être dévoyés. Mais bon, pour l'instant, ce que je voulais vous montrer, c'est un très très beau blason. Qui a été fait. La famille de Turpin a créé en tapisserie, en crochet, tous les blasons de la famille, les alliances. Et donc, nous avons ici l'alliance officielle en blason, ici, donc comme je dis, Turpin de Nuchez, ici, qui est ici, je vais vous l'agrandir, crocheté, enfin, qui est exposé au château d'Angry. Oh là là, je vais trop vite, excusez-moi. 31. Voilà, je voulais vous montrer. C'est quand même, pour les héraldistes, quand même, c'est, voilà, les femmes aussi, dans les familles, fabriquent leur blason au crochet. Voilà, je trouvais que c'était mignon. Alors, bon, qu'est-ce qui va se passer là? C'est très grave. Nous, j'aimerais bien qu'on quitte... Voilà, donc ils se marient et ils délirent complètement. Donc bon, là je vous ai fait un rappel de la généalogie entre les Chabouillés, Jean Chabouillet qui était le prévôt de l'amiral de Coligny, Anne Spiffam, et puis bon, les liens. Bon, je vais aller vite parce que je sens que sinon je vais trop tarder. Donc on a une enquête qui se fait après sur Henri de Nuchez parce qu'il a un comportement ultra violent. C'est un mafioso, dit carrément. Et son épouse n'est pas mieux, il rançonne. Alors, il a
et le cardinal de Richelieu, donc le ministre du roi Louis XIII, envoie l'armée pour essayer de le calmer. Donc en fait, là j'ai un film sur YouTube qui raconte un petit peu, vous voyez, les sources YouTube maintenant commencent à trouver des choses intéressantes. Donc il se réfugie sous les toits de l'abbaye. Je vais vous montrer ça très vite quand même parce que c'est mignon, la manière dont ça a été... voilà, je vais faire accélérer. On a un peu de musique aussi. Voilà, on voit Henri qui qui rentre très vite. Vous voyez l'abbaye, qui est quand même maintenant patrimoine de l'UNESCO. Hein. Voilà. Ah oui, je voulais vous montrer. La beauté, ce sont ces plafonds. Et donc, lui va s'installer au-dessus pour tenir voilà, on le voit, tenir le siège face au roi. Et il va réussir. Hein. Le pire, c'est qu'il réussit. Et pendant 30 ans, il va résister au roi. Il est incroyable. Incroyable. Bon, et voilà. Donc et là, on voit maintenant comment l'intelligence artificielle, je vous enlève ça, a reconstitué l'intérieur. Comment il a pu vivre pendant des années, enfin des mois, faire le siège là dans l'abbaye. Voilà. Je passe vite à autre chose parce que sinon on va. Donc en fait, les moines ont souffert énormément. Ils étaient affamés. Vous pouvez pas imaginer l'erreur. En fait, ils étaient en plus. Il y avait un moine qui avait été acheté par Henri. Il avait une arme et il les menaçait au couteau s'ils cédaient pas. Ça s'est calmé dans le sens que Henri a voulu violer la fille de ce moine. Parce qu'évidemment, il était papa. Et là, il n'a pas cédé. Donc, et c'est comme ça qu'il a pris plus que les autres. Et en même temps, l'épouse d'Henri, Éléonore, allait dans le village et rentrait dans les maisons, piquait dans les armoires. Enfin bon, c'était insupportable. Le roi, on recommence, on essaye d'alerter à nouveau le roi. Et c'est une époque où, justement, dans le Poitou, on est très excité parce qu'on a des procès de sorcellerie, ce qui va faire que des femmes vont être condamnées à être mortes au bûcher. Donc lui, Henri, il s'en sort un peu mieux. Il est condamné avec son fils à aller à la conciergerie du palais à Paris. C'est là où d'ailleurs c'était la dernière prison de la reine Marie-Antoinette. Donc voilà, mais il n'y va pas évidemment. Et là, il continue à exagérer jusqu'au moment où là, il dépasse les bornes. Il a un acte contre nature avec un de ses domestiques dans la campagne et il est vu par un paysan. Et au lieu d'avoir un profil, il fait assassiner le fameux Boisjoli dans la rue un dimanche. Donc là, les habitants, les seigneurs du coin ont tous très peur. Ils se disent, ça y est, maintenant il a dépassé les bornes, il va nous tuer. Donc, ils préviennent Richelieu en secret parce que Éléonore est à Paris et essaye d'intriguer. Et là, il y a une femme qui essaye qui en veut à Henri, hein, une ancienne séduite a décidé de l'avoir et va le séduire. Et donc il finit par être encerclé et attrapé et emprisonné à la Bastille où ils se sont mis tous d'accord pour le faire empoisonner. Voilà, donc comme ça se termine mal. Donc voilà, donc toute l'histoire, voilà, je vous ai fait une chronologie. Maintenant, je vais me dépêcher parce que le temps passe et je voulais vous montrer d'autres choses. Voilà, donc tous les protagonistes importants de la cour, jusqu'à même les favoris de Louis XIII, comme les Coffier, le rusé, le marquis de Saint-Mars, qui ont essayé de récupérer l'abbaye parce que tout le monde voulait la récupérer. Elle était très intéressante, hein, elle rapportait bien. Et donc voilà, donc ma mémoire familiale, elle a quand même tenu, elle est partie donc de 1611 de Prudence-Chabouillet. On descend jusqu'à Charles, Bénigne, Jeanne, Marie, une chaise, Jeanne, la deuxième qui a fait des bêtises. Voilà, après donc on a sa fille, voilà, Marie. Et on arrive à Claude Clarté, qui est le père de Marie Clarté, et jusqu'à moi, 2012, où là j'ai confirmé mon secret. Donc on est en 2023. Donc, quand même, on a tenu 300 ans, c'est quand même pas mal pour une avant-mémoire. Alors maintenant, moi j'ai confirmé mon lien avec Marie Clarté, comme on parle, par la génétique. J'ai trouvé un cousin, grâce à ma mère qui a
Parce qu'en France, on n'a pas le droit. Hein. Je vous précise que nous, on est passible de 3 500 € d'amende pour des tests génétiques. Hein. C'est totalement interdit. Et comme j'ai incité ma maman à faire son test, j'étais même passible de 14 500 € d'amende. Je l'ai fait quand même. Voilà, j'avais trop envie, maman a accepté, et donc comme ça on a pu trouver un cousin. Enfin, on savait, quand on a vu le nom, maman connaissait très bien son cousin issu de Germain, donc on a pu très vite faire le lien. Mais c'est bien, c'est de montrer, on était très contente de voir le lien qui a pu se faire. Ce qui montre maintenant, pour l'aide, comme je disais, c'est quand même la génétique qui est une aide. Alors, j'ai aussi été aidée par les réseaux sociaux. Vous voyez, maintenant, Facebook, on a beaucoup d'informations sur Facebook. Voilà, donc on a l'histoire de Denis Vigneault, c'est lui qui a récupéré l'acte de légitimation. Et puis, bon, je voulais faire un petit clin d'œil à Family Search ou Stec. C'est vrai que maintenant, grâce à leur application, quand on se balade dans le salon, ou même quand on est en virtuel, on peut trouver des cousins, se connecter. Alors, l'intelligence artificielle, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que maintenant, on peut en un clin d'œil remonter un arbre généalogique. Comme disait le marquis de la Casa Real, c'est le syndrome du coucou, hein, qu'on a très vite. Et on a aussi également maintenant des possibilités importantes avec la reconnaissance optique des caractères, donc tout ce qui est imprimé, la machine le reconnaît. Et aussi, maintenant, on passe beaucoup, nous en France, à la reconnaissance des écritures manuscrites. Donc le rôle du généalogiste, c'est maintenant celui de vérificateur des sources. On va avoir les arbres, mais dès qu'on va avoir des nouveaux documents, il va falloir vérifier si c'est bon document. On peut l'indexer à son ancêtre ou pas. C'est l'avenir qui est réservé. Et puis donc maintenant, aussi le clin d'œil, parce que nous on rit beaucoup à la fédération, c'est ChatGPT. J'ai fait oui, alors là je vais aller vite. Maintenant, c'est pas trop fiable. J'ai fait aussi les lieux de vie. Donc là aussi, on peut retrouver des cartes anciennes, c'est assez intéressant. Donc Saint-Cyprien, après-midi, où ont vécu mes ancêtres dans le Poitou. Je vais vite. Je joue avec ses aïeux maintenant. Voilà. Donc on a des comparateurs du visage. C'est des jeunes. Donc vous voyez, moi je me suis amusée et j'ai vu que avec Marie Clarté, j'ai que 45%. Et Grace Kelly, je suis très fière, hein, cousine de Grace Kelly. Mais en même temps, 30% avec Léon Tolstoï. Donc là, je suis assez perplexe. Mais Henri Nuchez, hein, mon ancêtre, il a quand même 5152 liens de parenté avec Léon Tolstoï. Donc peut-être pour ça qu'il y a de la génétique. Et alors maintenant aussi, l'AI Time Machine permet à travers toutes mes photos et celles de mes aïeuls de retrouver des portraits, enfin de constituer des portraits. C'est assez ahurissant. Et alors, évidemment, j'ai même, Prudence. Hein, on a recréé Prudence, c'est le rêve. Hein, on voit comment elle est. Et en même temps, je me suis amusée à trouver le lien avec l'amiral de Coligny. Et vous voyez, c'est quand même que le XIIe siècle, hein, le XIIIe siècle. Donc c'est quand même assez loin. Mais j'en descends pas. Et voilà, alors ce que je voulais montrer maintenant pour conclure, c'est les généalogies incroyables, comme on disait, le syndrome du coucou. D'arbre en arbre, on va très vite, on trouve des choses fantastiques. Et grâce à une alerte avec Family Search et Oracle Funders, à la 108e génération, je me rattache à Adam et Ève. C'est impressionnant. Et en guise de conclusion, vous voyez, je ne suis pas tout à fait... l'intelligence artificielle, elle n'est pas encore au top, mais c'est quand même l'avenir. Et donc voilà, donc c'était toutes les personnes qui m'ont aidée. Donc on va reconnaître, pour ceux qui connaissent Thierry, ma famille et tout. Et je vous remercie surtout. Et je vous fais un dernier petit clin d'œil. Le baiser de Marie Clarté. Voilà, je vous la mets. Voilà, l'intelligence artificielle, ce qu'on peut faire avec MyHeritage. Pour vous dire merci, Marie Clarté vous dit merci. Merci à vous. Bien, disponemos de 2 minutos para alguna cuestión.
Ninguna, pues muchísimas gracias, Valerie. Merci. Bon appétit à tous.